Elles s'appellent Yolande, Alisa, Sylvia. Elles viennent des 4 coins du monde. Elles sont les espionnes d'Israël. Un livre raconte leur histoire, dévoile leurs secrets. Les Amazones du Mossad, au cœur des services secrets israéliens, aux éditions Saint-Simon. Son auteur est notre invité, l'historien Michel Bar-Zohar, biographe également de David Ben Gourion et de Shimon Peres, spécialiste des services secrets israéliens. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, plaisir. Votre livre démarre avec l'arrivée d'un homme devant sa chambre d'hôtel. Cet homme, c'est Ibrahim Othman, le chef de l'agence atomique syrienne. Et au moment où il va entrer dans sa chambre, il tombe sur une femme qui sanglote et qui prétend avoir perdu la clé de sa valise. Il finit par lui proposer la clé de sa chambre pour l'aider à ouvrir sa valise. Et sans qu'il s'en aperçoive, elle prend l'empreinte de la clé. Le chef de l'agence atomique syrienne venait d'être piégé par une des Amazones du Mossad. Et avec 2 autres d'entre elles, l'organisation va finir par mettre la main sur ces documents qui vont permettre à Israël de bombarder le réacteur nucléaire syrien de Deir ez-Zor. C'était le réacteur construit par Saddam Hussein avec l'aide de la France d'ailleurs. C'est le début de votre livre et qui dresse le portrait d'une vingtaine de ces Amazones du Mossad, de la première, Yolande Armor, jusqu'à Alisa Magen, la première femme à devenir numéro 2 du Mossad. Des femmes composent maintenant plus de 40% des unités opérationnelles du Mossad. Le Mossad est-il devenu féministe ? En effet, le Mossad est devenu l'organisation la plus féministe d'Israël et peut-être du monde entier. Parce qu'auparavant, on avait l'image de ces James Bond du Mossad, des hommes virils, très forts, très intelligents, qui faisaient des choses incroyables. Mais ce n'était pas vrai. Ils étaient là, mais il y avait près d'eux, et souvent en dessus d'eux, comme des commandantes ou chefs d'équipe, des femmes. Des femmes. Et en même temps, lorsqu'on vous lit, les femmes ne jouaient qu'un rôle mineur au départ. Qu'est-ce qui a convaincu celui qu'on appelle le Ramsad, c'est ça, l'un des directeurs du Mossad, de leur donner des missions majeures? Ils ont découvert peu à peu les qualités spéciales des femmes. Premièrement, toutes ces femmes, la majorité venues de partout dans le monde, très patriotiques, avec un amour pour Israël et le sentiment qu'elles devaient faire quelque chose pour protéger ce petit pays. Puis, elles n'ont pas d'ego. L'ego, c'est le malheur des hommes, comme vous savez. Elles n'ont pas d'ego. Les femmes pensent beaucoup plus à la mission qu'à elles-mêmes, à leur position. Maintenant, beaucoup plus intuitives que les hommes, plus créatives et plus capables de réagir, d'improviser des solutions quand quelque chose qui n'est pas prévu arrive au cœur d'une mission. Alors vous avez toutes rencontré, et ce qui est frappant, effectivement, ce que vous dites, elles sont toutes différentes. Il y en a qui sont très belles, qui utilisent leur charme justement pour berner l'adversaire. D'autres, au contraire, ont un physique plutôt banal. Qu'est-ce qui vous frappe chez elles? Qu'est-ce qui les rapproche en dehors de ce patriotisme dont vous parlez? Il y a chez toutes ces femmes, il y a une petite étincelle dans les yeux. Étincelle dans les yeux. L'une voilà. parle de ça d'ailleurs, de cette étincelle. Voilà, c'est le petit goût de l'aventure. Parce que quand même, vous devez avoir énormément de courage. Et puis la dévotion à la mission. Elles sont beaucoup plus sérieuses que les hommes avec beaucoup de sang-froid. J'ai parlé à Elles ont plus de sang-froid que les hommes. Oui. Ah oui. Et j'ai parlé à une d'elles. Je lui dis, mais tu n'as pas eu peur. Elle a passé 14 ans dans les endroits les plus dangereux. Je dis, mais tu n'as pas eu peur? Elle me dit, j'avais eu peur d'une seule chose, de ne pas réussir dans ma mission. Vous voyez, ça veut dire que pour eux... Déterminée. C'est terminé. Ça, c'est le... Cette détermination. Alors, il y en a une qui participe à l'enlèvement du nazi Adolf Eichmann, on le voit dans le livre, en 1960 en Argentine. Une autre, une Uruguayenne qui s'installe au Caire. Car dans les années 60, on le voit bien dans le livre, c'est l'Égypte que veut espionner Israël. C'est l'Égypte de Nasser, le vrai ennemi à l'époque. En effet. Et puis la Française aussi. La Française, nous avions une Française, Danielle, formidable, qui est aussi partie au Caire en tant que la femme d'un agent qui était déjà là. Ils ont joué le rôle d'un couple marié et elle était française. Elle a participé à la révolte des étudiants en 68. Elle a brûlé son soutien-gorge. Elle appartenait à une vague jeune, radicale. Et quand même, elle a fait des choses incroyables. Et elle s'est engagée pour le Mossad au Caire. Elle s'est installée au Caire. Et aujourd'hui, elle chante du Brel. Elle est toujours là, donc. Oui. Marcelo Nino, c'est l'une dont vous parlez également. Elle sera torturée. Elle va tenter de se suicider d'ailleurs en prison, dans les geôles égyptiennes. Elle va passer 13 ans dans les prisons égyptiennes. Donc effectivement, vous parlez de détermination, mais elles sont plus que ça, plus que déterminées encore. Elles acceptent la torture. Elles sont prêtes à tous les risques. Et il y a une, en effet, qui a été condamnée à mort par pendaison au Liban, Shula Cohen,
Et ça veut dire que c'était la fin de la vie pour elle. Elle a quand même cru que quelque chose va arriver, et Israël a réussi à la sauver au bout de quelques années, de la sortir de prison. Elle était espionne au Liban avec 7 enfants. Et aucun de ces enfants n'avait aucune idée que sa mère était en train d'organiser des missions d'espionnage incroyables. Parce qu'elles doivent évidemment garder le secret absolu. D'ailleurs, c'est 100% le Mossad pour ces femmes. Leur vie privée, c'est le Mossad. Elles n'ont pas le droit, justement, d'avoir des partenaires qu'elles peuvent choisir. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Aujourd'hui, elles peuvent avoir des enfants. Au début, on leur faisait signer un document que pendant 5 ans, elles reprenaient des enfants. Maintenant, elles peuvent le faire. Elles peuvent se marier avec n'importe qui qu'elles veulent. Ah bon, elles sont libres de leur choix. Elles sont libres de leur choix, mais elles ne peuvent pas dévoiler à leur mari. Non, ça c'est le point. C'est pour cela que quand une femme est recrutée au Mossad, on l'invite avec son mari. Et on lui dit, est-ce que tu es prêt de prendre soin des enfants, de garder le ménage, parce que ta femme va commencer à disparaître sans te donner... Donc le mari est au courant. Oui. Tout de même. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Il sait qu'elle part, elle revient au bout de 3 semaines, elle repart dans 4 jours, et il va s'occuper des enfants. Et il s'occupe des enfants sans savoir exactement quelles seront ses missions. Alors, il y en a une autre dont vous parlez, qui s'appelle Sylvia Raphael, c'est un peu la plus célèbre. Elle prétend être une photographe canadienne du nom de Patricia Roxburgh. C'est une Sud-Africaine, en réalité, une très belle femme qui va pénétrer, elle, dans les hautes sphères de Jordanie, au moment où vous racontez que le Mossad passe d'une organisation de recueil de renseignements à une unité antiterroriste dans les années 60. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les femmes vont devenir de vraies guerrières. Elles vont d'ailleurs être soumises aux mêmes entraînements que les hommes. Oui. Complètent la même mission, même quand il faut tuer quelqu'un. Par exemple, nous avons une femme qui s'appelle Erica Mary Chambers, venue d'Angleterre, qui a tué le Prince Rouge, le chef de Septembre Noir, l'organisation terroriste la plus dangereuse du monde. Vous en parlez dans le livre. Donc elles sont soumises aux mêmes contraintes, aux mêmes formations. Sylvia Raphael va participer d'ailleurs à une bavure, à l'assassinat d'un serveur marocain en Norvège qui était pris par erreur pour un terroriste palestinien. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Elle s'opposait à cet assassinat parce qu'elle n'était pas sûre que c'est lui. Ils sont trompés dans l'identification. Le pauvre garçon de café marocain, Mohamed Bouchiki, a été tué à la place du Prince Rouge, du chef de Septembre Noir. Et le deuxième bavure, c'est que la moitié de l'équipe du Mossad a été arrêtée par la police norvégienne. Et Sylvia Raphael est parmi eux. Elle passe en jugement, elle fait un discours formidable, mais quand même, elle est envoyée en prison. Et alors, pur hasard, elle tombe amoureuse de son avocat norvégien, un homme marié. Et tous les deux sont invités à une soirée de la Pâque juive. Il vient avec sa femme, et la fille de l'ambassadeur, qui est leur hôte, se joue sous la table et voit qu'il se tient par la main dans la main au-dessous de la table. Et à la fin, elle est libérée, l'avocat divorce de sa femme, et tous les deux sont mariés et viennent vivre dans un kibbutz. Elle continue à travailler pour le Mossad après cela? Non. Elle a arrêté. Elle a été déjà brûlée. Elle ne peut pas. Elle ne pouvait plus. L'obsession d'Israël, ce n'est plus l'Égypte, aujourd'hui c'est l'Iran. Alors l'Iran, il y a une des Amazones qui a volé des archives du programme nucléaire iranien en 2018. Elle n'avait pas froid aux yeux. Il y a eu une centaine de membres du Mossad qui ont travaillé là-dessus, et il y avait plusieurs Amazones. Celle dont nous parlons, c'est celle qui a été envoyée sans savoir pourquoi, de concentrer sur un bâtiment délabré dans un quartier perdu. Elle ne savait pas pourquoi, mais on lui a dit, vous prenez des photos, vous prenez des films, vous nous dites exactement à quelle heure les gardes s'en vont, quand est-ce qu'ils reviennent. Et finalement, le Mossad reçoit l'instruction. Vous savez, vous avez 6h29 pour pénétrer dans ce bâtiment, pour briser les coffres-forts, pour obtenir tous les secrets de las archives nucléaires et venir les ramener en Israël. Et ce qui a eu lieu finalement, le président de la République a donné un prix de la sécurité au Mossad. Et qui a reçu le prix du président? Une femme. Une jeune femme qui participait à cette opération. Avec des photos prises du dos, bien sûr. Aliza Maghen, c'est la première tout de même à devenir la numéro 2 du Mossad en 1997. Donc jamais de numéro 1 au Mossad. Il restera ce plafond de verre. Mais vous voyez, ça c'est le rêve des chefs du Mossad. Yossi Cohen, qui était le chef du Mossad jusqu'à il y a 2 mois, m'a dit, mon rêve le plus cher,
c'est de voir une femme à la tête du Mossad. Pourquoi il dit une femme peut diriger le MI6 des Anglais? Pourquoi une femme peut diriger la CIA américaine et pas chez nous? Et pourquoi? Et il y avait une qu'on préparait. Mais à un certain moment, quand on pensait qu'elle sera la prochaine, elle a quitté son travail. Et je lui dis, mais pourquoi tu étais si proche du sommet? Pourquoi tu as quitté? Elle a dit, j'avais cette étincelle dans les yeux, mais un jour je me suis réveillé, elle n'était plus. Et c'était devenu de la routine. Moi, je ne voulais pas de la routine. En tout cas, ce n'est pas exclu que la prochaine patronne du Mossad soit une femme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Bar-Zohar. Votre livre, c'est Les Amazones du Mossad au cœur des services secrets israéliens. C'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup d'avoir été